Bonjour à tous. Alors tout d'abord, désolé pour ces quelques minutes de retard parce que nous avions un autre webinaire qui avait du mal à se terminer avec un petit problème technique au départ, mais là, tout fonctionne, donc c'est super. On se retrouve dans le cadre de ces séminaires sur les maladies rares pour favoriser le lien ville-hôpital et permettre une meilleure prise en charge des patients avec un meilleur adressage vers les centres de compétences, notamment des maladies rares. Aujourd'hui, on se retrouve donc avec le professeur Aurore Lich, qui est professeur de pédiatrie au CHU de Nice, qui a une activité clinique consacrée à la prise en charge des enfants présentant des maladies du sang, au déficit immunitaire primitif, mais qui s'occupe aussi chez l'adulte, donc ça n'est pas que de la pédiatrie, des pathologies hémoglobinopathies, donc notamment des drépanocytoses et des thalassémies. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il va nous présenter les déficits immunitaires primitifs de l'enfant. Professeur Orlich, je vous laisse la parole. Ok, merci. Vous m'entendez? Oui, Super. Bon, donc on va essayer de faire une présentation pas trop longue pour que les gens puissent après éventuellement qu'on puisse discuter, poser des questions. Donc là, sur cette première diapo, je vous ai mis donc le coordonnées du centre de compétences des déficits immunitaires primitifs de l'enfant et de l'adulte. Donc c'est un centre de compétences qui est estampillé au niveau national, qui est coordonné par mon collègue et ami docteur Pierre-Yves Jandel, qui est interniste adulte. Et moi, je suis donc le pédiatre responsable de la partie pédiatrique. Et tout ça, c'est avec l'aide de l'association IRIS, qui est une association très active et qui nous aide dans la prise en charge des patients porteurs de déficit immunitaire primitif. Alors, comme vous voyez, il y a le petit dessin à gauche, vous reconnaissez une molécule d'ADN, et puis vous voyez qu'il y a une base qui malheureusement a sauté. Et pourquoi cette molécule d'ADN? Parce que comme beaucoup de maladies rares, les déficits immunitaires primitifs sont des maladies génétiques. Et ça, c'est la première information notable, c'est des maladies vraiment euh, portées par les patients dès la naissance, même si la maladie est parfois découverte seulement à l'âge adulte. Alors, qu'est-ce qu'un DIP? Donc, vous voyez que, en fait, à tous les âges de la vie, il faut se défendre contre des microbes. Même les bébés sont très vite malades. Et puis, à tous les âges de la vie, on peut encore être malade et on doit se défendre contre un certain nombre de bestioles, donc les virus, les bactéries, mais aussi les champignons qu'on appelle aussi les levures et les parasites. Et tout ça, donc toutes ces défenses, elles sont faites à l'aide d'un réseau extrêmement complexe qui comprend tout un tas de globules blancs, les lymphocytes, les monocytes, les granulocytes et autres globules blancs et également des protéines. Donc, ces protéines, certaines sont produites par les globules blancs, comme les immunoglobulines, et d'autres, comme le complément, sont produites dans le foie, comme la plupart de nos protéines. Et donc, tout ça, bien sûr, c'est un système immunitaire qui est origine de la moelle osseuse. C'est dans la moelle osseuse que sont fabriqués tous les précurseurs de ces acteurs de l'immunité. Alors, quand évoquer un déficit immunitaire, c'est ça, en fait, la grande question qui nous préoccupe. Et comme vous allez le voir, c'est pas si simple parce que, en fait, contrairement à certaines maladies dont on reparlera dans d'autres webinaires, ou par exemple la drépanocytose, où on a quasiment une seule mutation et la même pour tous les patients, ici, on est en présence de plusieurs centaines de mutations. Alors, on a des tableaux classiques d'infections digestives pulmonaires, d'infections répétées ou sévères, d'abcès. On a des tableaux qu'on connaît moins d'auto-immunité, de lymphoprolifération, avec notamment des adénopathies, des ganglions, une grosse rate. Mais on a aussi des tableaux d'allergies sévères, que ce soit des allergies alimentaires, des allergies cutanées. On a souvent, donc, chez l'enfant, un retentissement staturopondéral, donc des enfants qui ne poussent pas bien. Et plus on va faire le diagnostic tôt de ces maladies,
plus on va éviter les infections, notamment virales sévères, et on va éviter comme ça les altérations de tous les organes qui sont attaqués par ces infections. Notamment, on va éviter des dilatations des bronches, des atteintes neurologiques avec des encéphalites qui peuvent laisser des séquelles, les maladies du foie qui peuvent abîmer considérablement le foie et bien sûr les atteintes nutritionnelles. Et puis, il faut savoir qu'il y a aussi des manifestations qui sont plus fréquentes chez l'adulte, mais qui peuvent se voir chez l'enfant, de lymphome et certains autres cancers également. Donc, parce qu'on sait que le système immunitaire participe à la surveillance anticancéreuse. Et comme je vous l'ai déjà dit, donc, tout ça, c'est des centaines de gènes. On en connaît maintenant plus de 500. Donc, qu'est-ce que ça veut dire plus de 500 gènes? Ça veut dire qu'on a plus de 500 maladies différentes et qui ont donc des tableaux cliniques qui sont extrêmement variés. Et c'est ça qui fait de la difficulté de la recherche des déficits immunitaires. Alors, comment les classer? Ben, en fait, on a 5 grandes catégories. On a ce qu'on appelle les DIP humoraux, qui sont les plus fréquents. C'est un défaut en anticorps, soit la quantité, soit la qualité des anticorps est déficiente. On a des DIP combinés qui vont à la fois donc associer un défaut en anticorps, mais aussi en cellules, en lymphocytes T, qui sont les lymphocytes chefs d'orchestre de la réponse immunitaire. On a aussi des déficits de la phagocytose, donc c'est toutes les cellules qui croquent, notamment des bactéries et des champignons. Et puis d'autres maladies innées également, dont je vous dirai un mot. Après, on a des déficits du système du complément, qui peuvent donner lieu surtout à des infections donc bactériennes. Et enfin, on a des DIP complexes et on continue chaque année à trouver des DIP complexes nouveaux qui sont surtout sur les voies de régulation du système immunitaire. Alors, par exemple, dans les déficits humoraux, une maladie bien connue maintenant, c'est le syndrome de Bruton qui ne touche que les garçons. Ils n'ont pas du tout de lymphocyte B et du coup n'ont pas du tout de gamma-globuline, ni IgG, ni IgA, ni IgM. Et rapidement, dès qu'ils ont perdu les IgG maternels, ils vont se mettre à faire des infections, des diarrhées, des atteintes neurologiques. Et donc, il faut vite faire le diagnostic pour les supplémenter en immunoglobulines. Et puis, les autres déficits tumoraux fréquents, c'est ce qu'on appelle les DICV, déficits immunitaires communs variables. Et ça touche surtout l'adulte. En tout cas, en général, on fait le diagnostic pas avant l'âge de 15 ans. Et eux aussi donc, vont bénéficier de perfusions d'immunoglobulines tout au long de leur vie. Mais ça, le docteur Jandel vous reparlera plus en détail des DICV. Alors, après, on a un tableau donc très sévère, ce qu'on appelait avant les bébés bulles, c'est ce qu'on appelle les déficits immunitaires combinés sévères. Donc là, il n'y a rien qui fonctionne, ni les lymphocytes T, ni les lymphocytes B, et c'est des enfants donc qui vont très vite développer des infections graves avec tout un tas de germes et qui vont notamment développer des infections virales sévères avec souvent un retentissement sur l'état nutritionnel. Ils ont souvent un muguet buccal également. Et ça, c'est des maladies qu'il faut diagnostiquer très tôt, notamment quand vous avez un enfant qui a une pneumocystose. La pneumocystose, donc, c'est une infection du poumon. Donc là, vous avez sur cette radio un petit enfant qui a eu donc cette pneumocystose avec, vous voyez, cet aspect tout grisé du poumon. Là, il est déjà en réanimation, il est au bord de l'intubation et vous voyez qu'il n'y a pas de thymus d'habitude. Ici, chez les petits-enfants, chez les bébés, on voit un thymus. Eh bien, il n'a pas de thymus parce que le thymus n'a pas pu se développer faute de lymphocytes T. Donc ça, c'est une urgence thérapeutique. C'est des enfants qu'il faut traiter très, très rapidement et qui vont avoir besoin d'une greffe de moelle dans les premiers mois de vie parce qu'on ne survit pas quand on n'a pas d'immunité du tout. Les déficits de l'immunité innée, donc ce sont les phagocytes, notamment ici vous voyez un polynucléaire, là un autre, et ces phagocytes, eh bien, ils ont besoin, pour croquer les bactéries, ils ont besoin de toute une machinerie chimique. Et donc, quand vous avez ce qu'on appelle une granulomatose septique chronique, eh bien, c'est un défaut de cette machinerie. Donc, c'est des enfants ou des adultes qui vont faire des infections bactériennes et des aspergilloses récurrentes. Ils vont accumuler des granulomes parce que
n'arrivent pas à se débarrasser de ces bactéries. Et donc, le plus souvent, c'est des garçons parce que c'est en général lié à l'X. Alors ici, par exemple, vous avez... qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous avez ici... il y avait une animation, mais qui n'a pas l'air de marcher. Donc, vous avez ici en haut à gauche la radio de thorax d'un petit garçon avec une granulomatoseptique. Sur le scanner, vous voyez ici à droite son scanner. Il y a une grosse infection du lobe supérieur gauche du poumon. Ici, vous avez un adulte avec ces espèces de granulomes, donc ces espèces d'abcès froids, hein. Il n'arrive pas à se débarrasser des bactéries. Et donc, ça, c'est une maladie extrêmement grave qui peut justifier une greffe de moelle. Et là, vous avez un autre adulte qui, à partir d'une ce qu'on appelle une adénite, une infection d'un ganglion, eh bien, a fait des abcès cérébraux. Et vous voyez ici à droite, dans le lobe frontal, là, vous voyez cette image annulaire, c'est un abcès cérébral. Donc, vous imaginez que quand on a des abcès comme ça dans le cerveau, ça ne va pas bien du tout. Autre maladie de l'immunité innée, eh bien, c'est le syndrome de Wiskott-Aldrich qui, là aussi, va encore toucher les garçons. C'est des garçons qui ont une baisse de plaquettes, donc ils ont des pétéchies, ils ont de l'eczéma, souvent sévère, ils font plein d'infections et ils peuvent faire également développer des lymphomes. Et donc, il s'agit donc d'une anomalie rare du système immunitaire qui va là aussi justifier, dans les premiers mois de vie, une greffe de moelle. Ensuite, les déficits complexes de l'immunité, là, comme je vous l'ai dit, il y en a plusieurs centaines, donc on ne va pas en faire le catalogue, mais juste pour vous dire qu'en fonction du type donc, de mutation, de régulation du système immunitaire, on peut avoir des tableaux d'auto-immunité, comme ici dans ce qu'on appelle les IPEX syndromes, une auto-immunité qui pourra toucher plein d'organes, notamment les glandes endocrines, la thyroïde, le diabète. Ici, vous avez au milieu des anomalies de l'apoptose, donc, qui vont donner lieu à des tableaux d'adénopathie et des cytopénies auto-immunes, donc une anémie, une thrombopénie auto-immune. Ici, vous avez ce qu'on appelle des XLP, c'est des syndromes lymphoprolifératifs liés à l'X, et c'est des garçons qui vont avoir une hypogammaglobulinémie et surtout qui vont malheureusement souvent faire des lymphomes. Alors, quid de la transmission de ces déficits immunitaires primitifs? En fait, on peut voir à peu près toutes les formes de transmission. Il peut y avoir une transmission autosomique dominante, c'est-à-dire qu'ici, vous avez un des deux parents ici qui est atteint. Vous voyez qu'ici, le père est atteint. Et donc, à ce moment-là, un enfant sur deux, que ce soit un garçon ou une fille, pourra être porteur de la maladie, mais il y aura aussi des enfants sains. Et ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, on a des tableaux différents. On peut avoir un enfant assez gravement malade avec un adulte qui est porteur de la mutation, mais qui n'est pas trop malade. Bon, c'est comme ça. Et puis, dans ces formes autosomiques dominantes, on peut aussi avoir la maladie que chez l'enfant par néomutation. Donc, une néomutation est toujours possible. Ne jamais oublier qu'on est tous des mutants par rapport à nos parents. On a tous à peu près 100 mutations par rapport à nos parents. Ici, l'autre mode de transmission très fréquent, c'est ce qu'on appelle les transmissions autosomiques récessives, c'est-à-dire que les deux parents sont porteurs d'une mutation. S'ils sont cousins germains, en général, c'est la même mutation. Et donc, quand les parents sont cousins germains ou un peu plus éloignés, le risque de déficit immunitaire par maladie autosomique récessive est beaucoup plus élevé. Mais ça peut être aussi deux personnes absolument non apparentées et qui, manque de bol, vont chacun avoir une mutation différente, mais sur le même gène. Et à ce moment-là, c'est un enfant sur quatre qui sera porteur et malade. Et là, on peut bien sûr faire un diagnostic anténatal pour les enfants qui viendront après, si c'est nécessaire, puisqu'on connaîtra ensuite la mutation. Et puis, le dernier mode de transmission, c'est ce qu'on appelle les transmissions récessives liées à l'X. Et là, c'est uniquement les garçons qui sont malades. La mère est transmettrice de la mutation. Vous avez ici la mutation sur ce chromosome qui est en bleu. C'est le chromosome X. Et donc, il y a un garçon sur deux qui sera malade et une fille sur deux qui sera transmettrice de la mutation, mais qui ne sera pas malade. Alors, quand évoquer un DIP chez l'enfant?
Avec l'association IRIS, les spécialistes ont fait un espèce de petit mémento sur 10 signes d'alerte, mais il est évident qu'il peut y en avoir d'autres, mais ça, c'est les 10 principaux. Premier signe, plus de 8 infections des oreilles par an chez un enfant de moins de 4 ans. Donc ça commence à faire beaucoup d'otites et donc là, il faut se poser des questions sur l'intégrité de l'immunité de cet enfant. Deuxième signe, plus de 2 sinusites par an. Les sinusites chez l'enfant, c'est assez rare, donc une, ça va, mais plus de 2, ça justifie également un bilan. Petit 3, plus de 2 mois de traitement antibiotique par an. Ça veut dire que c'est vraiment un enfant qui a besoin quasiment en continu d'antibiotiques et ça n'est pas normal. Ou bien une pneumonie par an. Si un enfant a fait une pneumonie, eh bien, il faut également là se poser des questions. Une pneumonie, ok, mais s'il en fait plus d'une par an, il faut évoquer un déficit immunitaire. En 5, on a ralentissement de la croissance. Donc ça, c'est un signe très important. Un enfant qui ralentit sa croissance, d'abord pondérale et si c'est plus chronique et plus grave, également staturale, c'est jamais banal. Il faut toujours rechercher des anomalies, dont un déficit immunitaire. En 6, des épisodes de forte fièvre, ça c'est aussi quelque chose qui doit nous alerter chez un enfant ou chez un jeune adulte. En 7, une infection par champignon, une mycose, que ce soit une mycose sur la bouche ou sur la peau, au niveau des ongles, ça peut être un signe révélateur. En 8, la nécessité d'un traitement antibiotique par voie intraveineuse, c'est que vraiment c'était une infection sévère qui a nécessité ce traitement. En 9, une infection sévère dans l'année. En 10, des antécédents de cas d'immunodéficience dans la famille, puisque, comme on l'a dit, c'est des maladies génétiques, ou bien des personnes qui sont toujours malades dans la famille et on ne sait pas trop pourquoi. Récemment, j'ai vu par exemple une jeune femme de 30 ans chez qui on a découvert il y a quelques années un déficit immunitaire. Et en reprenant en fait avec ses 2 parents, eh ben, je me suis aperçu que son père, quand il est malade, eh ben, ça traîne pendant des semaines et ça guérit pas. Et en fait, son père est porteur de la même mutation, même s'il a une forme un peu moins sévère. En pratique, alors qui va adresser l'enfant à notre centre de compétences? Eh ben, c'est souvent le médecin traitant, le généraliste, le pédiatre, mais ça peut être aussi des spécialistes d'organes. Puisque, comme vous l'avez vu, tous les organes peuvent être l'objet de ces infections. Ça peut être aussi un service hospitalier, par exemple les petits bébés, les bébés bulles, bah, forcément c'est des bébés souvent qu'on va retrouver en réanimation avec une pneumocystose. Ça peut être les urgences ou un service de pédiatrie générale. Et plus rarement, eh bien, c'est le labo qui nous contacte directement en disant, là voilà, on a fait un bilan chez ce patient, il n'a pas du tout d'immunoglobuline. Donc, on va lui donner un rendez-vous rapidement. Et puis, eh bien, donc, dans ce parcours diagnostic que j'ai essayé de résumer ici sur cette diapo, vous avez donc le médecin traitant ou le spécialiste qui va adresser soit un petit nourrisson, soit un enfant plus grand au spécialiste du centre de compétences. Alors, souvent, on m'appelle ou on m'envoie un email ou on prend un rendez-vous avec la secrétaire. Et ensuite, donc, le spécialiste va faire un bilan immunitaire, une prise de sang. Parfois, on fait des imageries complémentaires, notamment des scanners pour si on recherche une dilatation des bronches. Et enfin, on va en général essayer de confirmer un diagnostic moléculaire de déficit immunitaire par un séquençage sur une puce. Et actuellement, donc, les 500 gènes dont je vous ai parlé, eh bien, ils sont tous sur une puce au centre de référence, au CEDI à Necker, ce qui nous permet vraiment d'avancer rapidement aujourd'hui, en quelques semaines ou en quelques mois, sur l'origine génétique de ces maladies. Et après, donc, le dossier va être discuté en RCP dans notre réseau national de centres experts. On a une RCP une fois par mois avec tous les centres spécialisés, notamment Marseille, Lyon, Bordeaux et bien sûr Necker, le centre de référence, le CEREDI. Et ensuite, ben, on va mettre en route un traitement. En fonction du type de maladie, ça sera souvent des antibiotiques.
en alterné ou en continu, ça sera très souvent des immunoglobulines en perfusion. Ça peut se faire soit en intraveineux, soit en sous-cutané à domicile. Et dans certains cas, notamment les déficits sévères ou les déficits combinés, il sera nécessaire de discuter une greffe de moelle. Voilà, eh bien j'en ai fini et donc je suis à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup pour la fluidité de cette très belle présentation. Alors, comme à chaque fois, on va proposer aux participants de se manifester s'ils ont des questions. Soit vous demandez la parole et on l'active, ou vous activez directement le micro, soit vous posez la question sur le chat. En attendant que des gens se manifestent, professeur Rohrlich, est-ce que vous avez l'impression que l'ensemble finalement des patients relevant ou présentant des déficits immunitaires vous sont tout à fait normalement ou simplement adressés, ou il y a encore des erreurs de parcours ou d'aiguillage? Docteur Sacomano, c'est une excellente question. Clairement, les déficits immunitaires, c'est pas comme les cancers. Vous voyez, quand un enfant a un cancer, bon, tôt ou tard, ça finit par se savoir et en général, ça va assez vite pour qu'il soit diagnostiqué. Les déficits immunitaires, non, il y a des patients qui peuvent traîner pendant des années avec des tableaux extrêmement complexes que personne ne comprend. Et pour finir, on va diagnostiquer un déficit immunitaire parce que quelqu'un se sera posé la question, ou bien parce que sur une recherche de mutation sur tout le génome, vous savez que maintenant on fait de plus en plus des études de tout le génome, on va tomber sur une anomalie du système immunitaire. Donc clairement, euh, plus on les cherche, plus on les trouve, ces déficits immunitaires. Donc, c'est pour ça qu'on a mis, par exemple, ici en place avec mon ami le professeur Lisa Chamy à Lanval, une filière vraiment pour nous adresser les patients. Et donc, du coup, eh bien, on arrive à diagnostiquer vraiment ces dernières années beaucoup de déficits parce qu'on a une démarche volontariste de les dépister le plus tôt possible. Merci beaucoup. Samia, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions dans le chat cette fois-ci. Est-ce que vous aviez une question? Ah, j'ai trouvé que c'était une présentation très très claire. J'avoue qu'il avait, enfin, vous avez un peu présenté tous les aspects, même le lien avec la ville. Enfin, c'était très très clair pour moi, j'avoue. Je sais On pas. recommande, on recommande, et Quelle... effectivement, c'était d'une Oui, très belle fluidité. vraiment. Je sais pas quelle difficulté vous avez du coup quand par rapport à la prise en charge de ces patients dans le cadre de votre centre et dans le cadre de votre pratique. Bah, ce qui est sûr, c'est que c'est des patients qui sont extrêmement consommateurs en temps médical, mais aussi en temps infirmier, parce que, comme je vous l'ai expliqué, donc il y a plein de maladies différentes, hein, et en général, bah, moi, des fois, quand je diagnostique une maladie, c'est un gène que je ne connaissais pas encore, donc il va falloir que j'aille apprendre, que j'en discute avec des collègues. Et donc, c'est vrai que même quand ils ont reçu une greffe de moelle, il va falloir ensuite les suivre pendant de très longues années. Et la greffe de moelle, parfois, ne résout pas tous les problèmes. Donc, ce sont des patients qui nous occupent beaucoup, mais à qui vraiment on peut rendre service. On peut rendre service. Et donc, c'est vrai que souvent, tant qu'on n'est pas sûr du diagnostic, on revoit les patients parce que chez un petit enfant, c'est difficile, vous voyez, de diagnostiquer ces maladies. Toute l'immunité n'est pas encore mise en place, il n'a pas encore été vacciné. Souvent, c'est avec le temps qu'on va pouvoir dire ou pas cet enfant a un déficit immunitaire. Quand on le trouve, le déficit, c'est facile, mais quand on ne le trouve pas, il faut savoir revoir les enfants, ne pas les lâcher dans la nature. Et donc, c'est vrai que ça représente une, euh, une charge médicale et infirmière importante, mais au final, c'est toujours utile d'arriver à faire le diagnostic précis de leur maladie. C'est comme ça qu'on pourra les aider le mieux possible. Alors,
Alors, j'ai quelqu'un qui a mis un commentaire. Je crois qu'il confirme la clarté du propos et il formule des remerciements. Je crois que je vais m'associer à ces remerciements et puis, vu l'heure, je crois qu'on va pouvoir clôturer. Donc encore un très très grand merci pour cette présentation. Je rappelle qu'elle sera de nouveau accessible hein, sur le site où on peut retrouver l'ensemble des webinaires qui ont été présentés. Oui, Et puis, eh bien, on va continuer à faire passer le message sur les différents points d'alerte qui doivent être ceux des professionnels soignants pour être capable de dépister et de pouvoir adresser les patients en cas de doute ou de suspicion d'anomalie. Un très grand merci, passez une très très bonne journée et un bon appétit à ceux qui vont aller manger un petit morceau. À très Merci, merci à bientôt. tous. merci à vous. Merci, au revoir. Merci à tous.